En fait, merci beaucoup. C'est la question de l'engagement qui est posée. Et c'est bien de commencer cet entretien par cette question-là, parce que je considère que l'engagement, avec le recul de 25 à 30 ans de travail sur le terrain, je considère que dans la grammaire démocratique que nous avons mise en œuvre dans les différentes séquences démocratiques de la commune, l'engagement est à la pointe de la démocratie, la dimension la plus aboutie, la plus exigeante de la démocratie. Et je pense que ça entraîne en fait la question de l'engagement transformation. Et moi qui étais habité en fait par les valeurs, disons, du christianisme social, comment transformer vers le bien, le beau, le juste, en fait, des valeurs métapolitiques qui m'ont toujours habité, eh bien, je me suis engagé tout au long de mon devenir personnel, d'abord chez les scouts, ensuite en tant qu'étudiant. Nous avons mis la fac en grève pour des infrastructures dignes de ce nom pour des étudiants d'éducation physique et sportive. Je me suis engagé dans un parti politique dans les années 70 pour changer la vie. Et je me suis engagé à Kingersheim dans une rencontre improbable entre une ville que je ne connaissais pas et moi-même dans un mandat municipal et dans une approche où très vite j'ai compris qu'être maire c'était ensemblier de l'agir public, d'avoir une vision partagée. Et ce dont je me suis rendu compte, au fond, c'est que dans tout ça, on était dans le pouvoir pour, dans le faire pour les gens. Et en réalité, ma conviction aujourd'hui est établie, c'est qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de transition écologique, transition sociale, les grandes transformations, sans associer les citoyens et tous les porteurs de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Et donc, pour moi, c'est la question du sens de l'engagement qui est posée. Et le sens de l'engagement renvoie à la question du rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service ? Est-ce que je suis dans la pesanteur ou dans la grâce, pour reprendre le titre de Simone Weil ? Est-ce que je suis dans Eros, la vie, ou Thanatos, la mort, c'est-à-dire les passions tristes de la conquête du pouvoir ? Est-ce que je suis dans le partage de la conquête du pouvoir ? Et donc, comment passer de l'égo-compétition dont parlait Edgar Morin, c'est-à-dire cette conquête en permanence de pouvoir qui fait que la politique devient une cour de récréation, à l'alter-coopération, c'est-à-dire au partage du pouvoir ? Comment passer du pouvoir sur au pouvoir avec ? Et c'est ça, cette transition essentielle de la transition démocratique. Et donc, comment passer d'une démocratie providentielle, dont parle Dominique Schnapper, vers ce que j'appelle une démocratie construction ? Eh bien, il y a eu 3 éléments déclenchants qui m'ont permis de travailler avec cette transitivité. Un qui renvoie un travail sur moi-même, l'autre qui renvoie au discernement de l'action, de l'agir public par notre équipe, et 3, sur la prise de conscience, à travers des temps de silence et de réflexion, de lecture, sur la crise démocratique qui saisit notre pays et le monde. Le travail sur soi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'impensé démocratique. Personne ne peut économiser cette question. Quel est le sens de mon engagement ? Quel est mon rapport au pouvoir ? Et je pense que c'est important de le dire parce que, pour ma part, je pense que dans chaque vie, il y a 3 ou 4 rendez-vous importants à ne pas louper. Et ce rendez-vous important, ça a eu lieu à la fin de mon premier mandat. C'était une rencontre et donc aussi un renoncement, quelque chose d'excessivement douloureux, qui m'a ramené à être confronté à quelque chose que j'ignorais en moi et qui est une force et qui s'appelle la fragilité. Parce que la fragilité, c'est une façon d'entrer en humanité, dans sa propre humanité, et donc d'entrer vers plus d'humilité. Et donc, il n'y a pas de pouvoir avec, il n'y a pas de faire avec, sans un rapport humble pouvoir. Ça, c'est la dimension à la fois spirituelle, tout à fait essentielle dans le changement de paradigme de la politique. Et puis le deuxième élément déclenchant, c'est le discernement. On s'est beaucoup complu dans les réunions de quartier qui étaient à l'époque les instances participatives classiques. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette rencontre infantilisante entre le maire, les adjoints et les habitants, où les gens d'ailleurs se sentent autocensurés sur ce qui est à dire. On les a tellement habitués à ce que les décisions structurantes restent du domaine des élus, qui posent quoi ? Quelles sont les questions qu'ils posent ? Les crottes de chiens, les gendarmes couchés, les problèmes de voisinage. Et est-ce que c'est ça l'idée que je me fais d'un espace en co-responsabilité ? Est-ce que nous pouvons nous suffire d'une démocratie qui met en relation des élus magiciens, des habitants consommateurs, des élus fournisseurs et des habitants clients? Eh bien, il faut sortir de ce consumérisme politique qui nous fait aller droit au mur. Et donc, la conception qu'on doit avoir pour tout changement de paradigme démocratique, c'est arrêter de considérer les habitants comme des individus, consommateurs, électeurs, et les prendre en compte comme citoyens. C'est-à-dire la croyance
que chaque personne, unique et singulière au monde, ici et maintenant, est capable de réagir, de se mettre en colère, de réfléchir, de penser, de coproduire une intelligence, de proposer des choses. Et donc, à partir de cela, eh bien, les réunions de quartier sont devenues des diagnostics en marchant. On chemine ensemble avec les habitants. Et quel meilleur verbe d'action pour définir la démocratie? Cheminer ensemble pour voir ce qui ne va pas et pour entrevoir ce qu'on peut faire. Qui du politique, qui des organisations, qui des citoyens. Et la dernière instance qu'on a mis en place 2 ans avant mon arrêt politique, là, en 2018, avant les Gilets jaunes, c'était des rencontres en quartier. Rencontres en quartier sur la ville, parce qu'être citoyen, c'est être partie prenante de la cité, pas de son petit bout de cité. Et donc, 2 temps dans ces réunions en rencontre en quartier. Premier temps, eh bien, on va remplir le cahier de doléances. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre quartier, chez vous, mais aussi dans la ville? Et puis, quelles solutions que vous proposez? Toujours mettre les gens en situation de cheminer, d'être dans la coproduction, d'être partie prenante de la réponse à apporter politiquement à la ville. Et puis le deuxième temps, c'était bien la bienveillance. En quoi vous êtes acteur de bienveillance, bénéficiaire de bienveillance et témoin de bienveillance. Parce que finalement, ça a permis aux gens de comprendre que la principale richesse d'une commune, c'est pas un équipement sportif, c'est pas un équipement culturel, c'est pas les routes, c'est pas les trottoirs, c'est les humains. Et dans la capacité de transformation. Et donc, c'est ce changement de paradigme de l'individu vers le citoyen, du je vers le nous, qui nous a amené à aller changer les choses. Et le troisième élément qui déclenchant dans les années 90, c'est le temps que j'ai pris de lecture, des gens comme Lévinas, comme Emmanuel Mounier, Hannah Arendt et d'autres, confrontés à la crise démocratique, c'est-à-dire que celle qu'on n'a pas vue. C'est-à-dire que finalement, le fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés, l'entre-soi des politiques, la montée en puissance de l'individualisme, la relativité de la démocratie électorale qui prend en compte les mêmes ingrédients que le commerce, la séduction, la posture, la caricature, eh bien tout cela invite à une démocratie continue dans le cadre d'une démocratie construction, c'est-à-dire de considérer que la démocratie vaut plus qu'un avis, que simplement d'être soumis à un pouvoir politique, mais de mettre les gens debout. Et c'est ça le sens de cette transition que nous avons réalisée dans un écosystème démocratique mis en œuvre dans notre commune. Alors, je tiens beaucoup à l'alliance de ces deux mots-là, démocratie-construction. Parce que j'ai trop vu que la démocratie est considérée soit comme un avis figé, d'où la consultation, et on réduit la démocratie à juste à la consultation, ou alors à l'addition des envies, ou alors à la juxtaposition de désirs du moment, alors qu'en réalité, la démocratie construction fait référence au cheminement partagé, à l'idée que toute décision est un processus qui nécessite d'ailleurs la lenteur dont je parlerai dans quelques instants. Et donc la démocratie construction se traduit pour moi par 3 exigences. Une démocratie construction est une démocratie interactive, qui traduit la qualité démocratique, la haute qualité démocratique, c'est-à-dire la capacité de faire évoluer nos avis confrontés aux autres, grâce à la réciprocité des échanges. C'est le segment démocratique qui manque le plus dans notre pays, on n'a pas appris ça, c'est la co-construction, c'est la co-élaboration, c'est plus que le débat, c'est déjà de la capacité de mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. C'est ce que j'appelle dans la charte du renouveau démocratique que nous avons voté à Kingersheim, la fertilisation des points de vue différents. Et c'est l'honneur de la démocratie que de construire des compromis dynamiques qui ne sont pas des consensus mous qui se décident dans l'entre-soi de quelques notables. Et donc la première définition de la démocratie construction, eh bien c'est l'interactivité. La deuxième, c'est qu'une démocratie construction, eh bien, c'est la lenteur. J'explique, j'utilise à escient ce concept. C'est certainement provocateur, mais il faut dire clairement que tout élément de l'espace public est constitué de la complexité dont parlait Edgar Morin. Et donc, il faut de la maturation pour prendre en compte cet élément de complexité et cet autre élément qui est l'altérité. Lorsqu'on vient à un débat public, c'est pas pour soi, c'est pour l'autre, y compris celui qui est éloigné, y compris celui qui est un être. C'est toute la question de la transition écologique. Et donc, je revendique la slow démocratie, une démocratie lente pour approfondir les choses, pour aller au fond du sujet. C'est la démocratie radicale, aller à la racine des choses. Et puis le troisième élément qui constitue la démocratie construction, c'est
c'est la démocratie édifiante, c'est-à-dire comment, dans tout processus de décision, on favorise la transitivité entre le je responsable, important, singulier, et le nous collectif, par l'intelligence collective. Comment je passe du je au nous, et comment le nous peut enrichir le je. Il y a une dialectique. Comment passer du cas particulier à l'intérêt général, d'un discours à court terme, démago, vers la parole au long cours. Eh bien, quand on dit ça, on pose l'équation du rôle de l'élu différemment. Je ne ferai plus pour les gens, je fais avec. Je suis plus dans le tout ou rien, mais dans le plus ou moins. Je suis pas dans le face-à-face infantilisant, mais dans le côte-à-côte coproductif. Et donc, cette dimension-là, ces trois dimensions, on les retrouve dans les conseils participatifs. Et il y a autant de conseils participatifs qu'il y a de projets dans notre commune, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont la pierre angulaire de toute séquence démocratique. Parce qu'elles renvoient à trois conjugaisons. Il faut que la démocratie soit exigeante, il faut donc du parler vrai. Il faut se donner le temps d'une grammaire démocratique et non pas d'un alphabet politicien. C'est aussi conjuguer démocratie et transformation à travers le concept d'Edgar Morin, la métamorphose. Ça se fait en profondeur. Et puis, troisièmement, de conjuguer démocratie et intériorité. J'allais même parler de spiritualité au sens très large du terme, en ce sens qu'il n'y a pas de transformation collective sans transformation personnelle. Et pour résumer, en fait, dans la démocratie construction, il y a aussi le grandissement personnel. Comment peut-on imaginer de construire du commun, qui fait déficit aujourd'hui, sans solliciter le meilleur de soi-même? C'est donc vraiment une dialectique d'une utopie de créativité nouvelle, de transformation de la démocratie, qui est souvent squattée par les politiques pour des raisons d'alphabet politicien, et là il s'agit de grandissement. Eh bien, j'ose le dire, la démocratie construction est une utopie, est une invitation au grandissement personnel et au grandissement collectif. Ça suppose qu'on redéfinisse la question du commun, le commun, qui n'est pas l'addition des envies. Ça redéfinit la question des limites. Il n'y a pas de démocratie sans cadre. Et ça renvoie à la question de la transcendance républicaine. Il n'y a pas de décision qui ne soit pas une part de renoncement et donc de dépassement du quant à soi. Donc vous voyez, la démocratie construction, contrairement à ce que peut penser, c'est l'antidote de la démagogie, du populisme, et l'antidote de l'autocratie et de l'oligarchie. Merci d'une question qui interroge en fait, est-ce qu'on peint la démocratie d'un peu de participation, c'est la démocratie washing, ou la communication, on voit se poindre cela comme un élément d'élection, alors qu'en fait c'est un élément de transformation. Je pense qu'il n'y a pas d'aventure réussie si elle ne s'inscrit pas dans un écosystème démocratique qui donne sens, qui mobilise, qui crée du désir de participation et qui mobilise. Et donc, nous avons essayé de construire un écosystème qui est fondé sur de nombreux piliers, par exemple, d'organiser régulièrement ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie pour créer du désir de participation sous différentes formes, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, ou alors à l'autre bout de la chaîne, l'engagement, le pouvoir d'agir des citoyens, comment favoriser par un fonds d'initiative citoyenne l'engagement, les initiatives portées par les associations, par les citoyens. Dans ma commune, par exemple, le restaurant associatif Les Sheds, ça suppose aussi de la distanciation par rapport à son propre pouvoir. La politique, c'est pas l'alpha et l'oméga des politiques. La politique, c'est l'affaire de tous. La démocratie, c'est l'affaire de tous. Et donc, il y a plusieurs piliers. Moi, je veux revenir sur trois piliers importants de cet écosystème. Il y a lieu pour une démocratie habitée. Il y a un principe pour une démocratie continue et il y a un outil pour une démocratie édifiante. Le premier pilier, c'est un lieu dédié aux pratiques démocratiques. J'ai trouvé toujours saugrenu qu'on ait des équipements pour toutes les activités humaines et non pas celles confortables, appropriées pour favoriser le débat public et pour favoriser la démocratie. Et donc, nous avons construit en 2006 la maison de la citoyenneté. Pourquoi la citoyenneté? Parce qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Et ce cheminement-là, c'est la maison de tous. Chacun gagne à devenir citoyen. Citoyen engagé en tant qu'éliste, citoyen lambda, entre guillemets, peu importe. Maison de la citoyenneté. Et ça a été construit 2 ans après les états généraux permanents de la démocratie. Et qui dit mieux en matière de permanence démocratique qu'un lieu dédié aux pratiques démocratiques? Et donc ce lieu accueille toutes les ressources de sens, d'intelligence. C'est la maison de tous. Et il accueille
pour l'émancipation de 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle du débat, comment favoriser le débat, celle de la co-construction, notamment avec les conseils participatifs, et celle de la décision. On n'est pas dans une démocratie en continu avec des palabres sans fin, sans décision. On est vraiment dans un lieu de l'égalité démocratique. Comment, pour reprendre les propos de Pierre Rosanvallon, comment s'adresser à la singularité de chaque parole qui doit compter, qui doit être entendue, pour construire la communalité par le moyen de la réciprocité des échanges. C'est ça l'égalité démocratique. C'est pas l'uniformisation, c'est construire du commun à partir de la singularité des uns et des autres. Et c'est ça l'exercice difficile de l'intelligence collective. Donc ce lieu est important. Il est aussi, dans l'idéal démocratique, construit autour de 3 espaces qui représentent 3 cultures politiques différentes en France, qui sont riches, sont importantes, qui s'ignorent, qui s'affrontent systématiquement. Et l'idéal démocratique, en ce qui me concerne, c'est comment on peut fertiliser ces 3 cultures politiques tellement importantes. La première culture politique, c'est celle de la résistance, de l'indignation, du contre-pouvoir, de la colère contre le non-sens de la société. La deuxième culture politique, c'est celle de l'utopie, c'est-à-dire la réalité de demain, du rêve, de la vision, de ce qui est à advenir. Et puis la troisième culture politique, c'est celle de l'engagement, de la régulation, de l'acceptation du principe du réel, et donc du courage, comprendre le réel pour aller vers l'idéal, comme le disait si justement Jean Jaurès. Et donc ces 3 espaces, ces 3 cultures sont représentées par 3 espaces. Lorsqu'on vient à la Maison de Citoyenneté, on emprunte le parvis Jean Moulin, préfet de la République, assassiné en tant que résistant par les nazis. Vous passez par l'espace Jean Jaurès pour la culture de l'utopie, c'est le grand homme qui plaidait pour la paix, qui a été assassiné au nom de cela. Et puis vous arrivez dans l'Agora Pierre Mendès France, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, dans la capacité de parler vrai et de susciter la régulation, les échanges, le dialogue, la pluralité et l'engagement. Donc ça, c'est le premier pilier, la maison. C'est anodin, mais quand vous traversez Kingersheim, les gens ne sont pas tous associés pour des raisons diverses, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils savent tous que leur maison, elle est là-bas. C'est la maison de citoyenneté, ce n'est pas la maison du maire. Ce n'est pas le bureau du maire qui décide à la place des gens. Le deuxième pilier, c'est un principe simple. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet de contrat municipal sur la base duquel nous sommes élus, parce que nous voulons dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, ou à chaque fois que vient une pétition sur la table du maire, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, il faut d'ailleurs renforcer ce droit d'interpellation pour que les gens se sentent à l'aise de pouvoir contester ce qui ne va pas, et bien à chaque fois, nous ouvrons une séquence démocratique. C'est très important cette notion-là. Cette séquence, pourquoi ? Parce qu'elle a un début et une fin. Et cette séquence, ce qui est important, il faut qu'elle soit décisive pour la décision des politiques. En d'autres termes, qu'est-ce qui est plus important ? Ce qui est décisif ou ce qui est décisionnel ? Les 2 choses sont liées. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique. Eh bien, cette phase décisive doit être impactante pour la décision. Chaque séquence, elle est préparée par une équipe projet hybride, formée d'un porteur politique, d'un porteur technique de la mairie et par des habitants volontaires, souvent formés, qu'on appelle les agoracteurs, les citoyens engagés. Et c'est ces équipes projets qui préparent les séquences démocratiques. Et ces séquences sont validées parce qu'on a mis en place en 2015 un conseil communal de la démocratie qui n'est pas dans le décisionnaire, mais qui est là toutes les 6 semaines pour étudier, valider, mettre en œuvre la séquence démocratique et la suivre et l'évaluer. Toutes les 6 semaines, le conseil communal, une 60aine de personnes, majoritairement des élus, des habitants, des élus, des collaborateurs et des représentants d'associations. Ce qui est important, c'est que dans cette dimension, c'est le conseil communal de la démocratie qui valide la mise en séquence. Quel est le parcours d'une séquence démocratique ? Eh bien, informer tous les habitants, ensuite permettre d'inviter tous les habitants. N'oubliez personne au festin démocratique. C'est très important que l'équipe projet n'oublie personne. L'acte 1 d'une séquence démocratique, c'est le débat, en forum débat, à la Maison de Citoyenneté. Et c'est ce débat qui permet les premières expressions d'exprimer la peur qui est tout le temps prenante dans tout changement, de préconiser les premières propositions et surtout, cette séance de débat forum est instituante de la séquence démocratique en confiant à un conseil participatif, et cela pour tous les projets, d'approfondir le sujet. On délègue à un conseil participatif
d'approfondir le sujet. Et la fin de séquence démocratique, c'est quand le conseil participatif, par ses représentants, vient devant le conseil municipal dont je suspends la séance, pour faire les préconisations de telle sorte que les élus puissent prendre des décisions comme on cueille un fruit mûr. La démocratie de maturation, la démocratie apaisée. C'était le deuxième pilier. Une démocratie continue, une séquence pour chaque projet. Et donc pour chaque projet, il y a des conseils participatifs différents. Et c'est le troisième pilier, c'est ce qu'on a mis en place à Kingersheim. Non pas des conseils citoyens, parce qu'on ne veut pas la démocratie à la queue leu-leu, mais les conseils participatifs ont réuni de plein pied toutes les ressources de sens. Et la composition est essentielle. C'est la France en miniature. Il y a un collège d'habitants, volontaires et tirés au sort. Il y a un collège d'élus, majoritaires et minoritaires, si la minorité l'accepte. C'est un collège d'experts, internes et externes, et c'est un collège d'organisations, soit syndicats, soit associations, soit entrepreneurs. C'est la France en miniature. Mais c'est fondamental que nous apprenions à nous parler pour que les différentes compétences, les différents statuts, les différents regards puissent être fertilisés. Et c'est la philosophie d'un conseil participatif que de se prendre le temps, parfois 18 mois, 2 ans, pour faire les préconisations. C'est une démocratie de l'intelligence collective. Et cet élément est tout à fait essentiel parce que sa composition est importante, sa finalisation est importante. Et lorsque le conseil participatif a fini son travail de préconisation au conseil municipal, il devient une instance d'évaluation. Donc vous voyez, un lieu, un principe, des outils privilégiés comme les conseils participatifs. Il y en a eu 40 dans les 10 dernières années pour 40 projets différents. Ce qui veut dire que vous variez forcément les publics. Pour le conseil participatif de la réforme du plan local d'urbanisme, c'est des habitants différents que ceux qui sont proposés pour la réalisation du parc public des Gravières. Voilà, et c'est cela, l'ensemble qui forme un écosystème, un état d'esprit dont parlait Mendès France, qui se traduit dans un lieu, dans un principe, dans des outils privilégiés. Oui, de l'expérience de l'écosystème mis en place, notamment dans la mise en valeur des conseils participatifs, qui sont la pierre angulaire du processus de décision et des séquences démocratiques, j'ai repéré 6 conditions de réussite. La première condition de réussite, c'est la base démocratique la plus large possible. Personne ne peut être oublié au festin démocratique. Pour moi, c'est très important. Donc le souci de n'oublier personne. Donc pour moi, même si on n'arrive pas à toucher tout le monde, on en parlera tout à l'heure, c'est les freins, mais l'intention, c'est toucher tout le monde. Deuxième condition de réussite, c'est la représentation qui doit être représentative. Et d'où l'importance du tirage au sort pour les conseils participatifs les plus structurants. Parce que sinon, c'est le TLM, j'en parlerai tout à l'heure, toujours les mêmes. Donc cette représentativité est importante et la qualité de la composition du conseil participatif. Il faut que toutes les sensibilités, toutes les compétences, toutes les connaissances puissent être réunies pour apporter les meilleures réponses possibles, les plus intelligentes possibles aux questions qui sont posées. Donc c'était la deuxième condition de réussite, la représentativité. D'ailleurs, le tirage au sort montre que, en gros, 1 personne sur 6 accepte de participer, et on verra que ceux qui viennent pas, ça constitue précisément les freins de la condition. Il faudrait peut-être un jour inventer un RTT de la participation démocratique, que les gens aient le temps, et c'est un des principaux freins, c'est le temps. La troisième condition de réussite, c'est la formation. On ne peut pas considérer qu'une démarche soit une démarche pour un peuple éclairé s'il n'y a pas une formation, s'il n'y a pas le retour au sens de l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle est réactualisée dans nos démarches. Dans toute séquence, il y a ce temps-là, c'est-à-dire on se forme ensemble, élus, citoyens, experts, de plein pied, sur différents niveaux de formation. En tout cas, il faut chercher 2 choses. Qu'on ait le même sens des mots, et ça c'est pas évident, souvent on est en désaccord parce qu'on n'a pas le même sens des mots, et deuxièmement qu'on ait le même niveau de compréhension des enjeux. Et je donne l'exemple, lorsqu'on a associé les habitants à la révision du plan local d'urbanisme, qui définit l'avenir de la ville, quelle ville on veut. Eh bien d'abord, je suis parti sur la parole d'un élu, et la parole d'un élu, elle est importante au début, pas forcément à l'arrivée. C'est quel sens, quelle valeur on veut porter. Et lorsqu'on a commencé cette séquence démocratique sur le qu'est-ce qu'on veut faire de notre commune, j'avais dit, notre commune est un coin de la planète, notre planète va mal, eh bien on ne va pas nous contribuer à ce qu'elle aille
pire encore. Et donc, on va arrêter tout ce qui détruit la biodiversité, on va arrêter tout ce qui réchauffe le climat. Et donc, on voit tout de suite le local et le global. Et dans cette dimension de formation, il faut arriver à comprendre la globalité, les enjeux globaux. Et bien donc, on a travaillé sur qu'est-ce que sont les accords de Kyoto, qu'est-ce que c'est que la loi de transition écologique, qu'est-ce que c'est que le Green New Deal européen aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de cohérence territoriale qui donne le sens, qu'est-ce que c'est un PLH, plan local de l'habitat, pourquoi la diversité, pourquoi il faut 20% de logements dits sociaux. Tout cela, c'est important que les gens le sachent. Et donc, on a mis les gens en situation de réfléchir à partir du global. Et puis, deuxième soirée de formation, ou deuxième ou troisième, c'est la question tout à fait compliquée pour un élu, qui est la question de la densité. Si on laissait les gens rêver de leur ville, c'est une ville étalée. C'est l'artificialisation des terres. Chacun, à 82% des habitants, veulent leur maison individuelle. C'est pas condamnable, sauf qu'à ce rythme-là, on ne peut pas fonctionner. Donc, il faut inventer autre chose. Il faut inventer du collectif qui soit d'une grande qualité, de l'habitat participatif. Il faut faire en sorte que la densité soit comprise comme étant un équilibre entre le besoin de logement, il y a des listes d'attente dans ma commune, et le désir d'environnement. On a besoin de respirer, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de tout cela. Et donc, il faut, au départ, qu'on ait une vision partagée. C'est toute la différence entre une simple consultation sur des avis figés. C'est comprendre le monde tel qu'il est pour ensuite appliquer la meilleure réponse locale. Le local et le global. La quatrième condition de réussite, très important, c'est le rôle du politique. C'est la clarté du périmètre de discussion. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et dans cette clarté du périmètre, c'est la question budgétaire, c'est la question des réglementaires, c'est la question juridique, c'est aussi la question des valeurs. La démocratie construction n'oublie pas de quelles valeurs, de quelle société on veut demain. Et c'est notamment, je l'ai appliqué, cette parole forte, elle doit être claire au départ. Par exemple, lorsque nous avons invité les habitants à réfléchir sur les rythmes scolaires, qui était une décision politique majeure, pas assez forte à mon avis, eh bien j'avais réuni dans une assemblée instituante les parents, les enseignants, les associations, les chronobiologistes, les scientifiques. Et j'avais dit, voilà, il y a page blanche. Mais ce qui est non négociable, c'est que je suis un élu de la République et je vais appliquer la loi, même si cette loi, je la sens très modeste et très humble. Et deuxième chose, cette loi a au moins le mérite de focaliser sur l'intérêt de l'enfant, et pas d'abord l'intérêt des parents, des enseignants et des lobbies touristiques. Quand on a dit ça, silence d'interrogation, mais vous avez élevé le débat public. Et le rôle du politique, avant d'être dans une étiquette politique, c'est de solliciter le meilleur des gens. C'est de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. C'est ça la conception que j'ai de l'élu courageux qui essaie de tirer vers le haut. Et donc, lorsqu'on a dit ça, eh bien, on a travaillé sur 18 mois, je crois, pour trouver des solutions tout à fait originales. Ça, c'est la quatrième condition de réussite. La cinquième condition de réussite, c'est la qualité de l'ingénierie démocratique, des ingénieurs de débat public. On a besoin de ça. Un élu n'est pas professionnellement capable de ça. On est dans le bricolage, on est dans l'impréparation, on est dans l'à peu près. Dans la démocratie, à la limite, on n'a pas besoin de l'organiser. Si, la démocratie, ça se travaille, ça se prépare. Il faut la préparation pour une décision de l'imprévisible. Donc, il faut qu'on ait à nos côtés des gens qui sachent comment associer les citoyens, comment co-construire du commun, comment coproduire de l'intérêt général. C'est ça, la démocratie construction. Et comment animer un débat public. L'exemple, un enjeu casse-gueule en pleine crise de terrorisme, c'est comment prendre en compte la demande d'une association de l'amélioration de lieux de culte musulmans. Pas sur le principe. Sur le principe, la loi de laïcité permet à qui le veut, qui est croyant ou pas, de pouvoir exercer. C'est sur le principe de comment faire communauté, puis ensuite faire société. Comment faire communauté, respecter une communauté, mais que cette communauté s'inscrire dans la faire société république. Faire société et faire république. Eh bien, nous avons ouvert, avec l'accord de l'association, une séquence démocratique. Le plus dur, c'était d'entrevoir le débat public au départ. La maison de la citoyenneté pleine. Et là, on a fait référence, appel à quelqu'un d'extérieur pour animer le débat, avec des règles simples. Quand vous exprimez, vous ne dites pas « on », qui est d'une irresponsabilité totale, vous dites « je », vous assumez. Quand vous exprimez, l'Assemblée n'applaudit pas. On n'est pas dans la cour de récréation qu'on peut voir sur France 3 à l'Assemblée nationale. Et puis quand quelqu'un parle, les autres écoutent. Eh bien, pendant 3 heures, on a eu une qualité de débat. Et à l'issue de ce débat,
avec des points de vue complètement différents, avec l'invitation de faire un conseil participatif d'une centaine de membres, qui a travaillé vraiment de manière très positive. Eh bien, à l'issue de ces débats, le président de l'association s'est dit, monsieur le maire, est-ce que je peux dire un mot en conclusion? J'ai dit, bien sûr. Eh bien, il s'est levé en disant, voilà, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup apprécié la qualité de débat, le respect mutuel. J'ai entendu des choses difficiles à écouter, mais ça a été dans l'idée de progresser ensemble. Eh bien, on ne s'est pas applaudi pendant ces 3 heures. Je propose qu'on s'applaudisse. Tout le monde s'est levé, et on s'y applaudit. Et moi, je suis rentré à la maison en disant plus heureux qu'un soir des élections. On peut être heureux dans une démocratie construction qui ensuite s'est développée dans un conseil participatif qui a fait ses propositions au conseil municipal. Et on a décidé sur la base de ces propositions comment à la fois permettre à une communauté de faire communauté et comment faire en sorte qu'elle ne soit pas replie sur elle-même, mais rentrer dans la capacité de faire république dans une commune. Voilà, au lieu du silence, au lieu de l'affrontement, au lieu des amalgames, eh bien la parole, le dialogue, l'écoute mutuelle. C'est aussi un exemple concret que c'est localement qu'on arrive à faire évoluer et faire vivre ensemble. Et puis la dernière condition de réussite, c'est la plus compliquée. C'est comment relier le souci de massivité, c'est-à-dire le plus de monde possible, et le souci de la qualité démocratique, c'est-à-dire la qualité de l'interactivité. Et là, je reconnais qu'on n'a pas réussi à utiliser le numérique. Je pense qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de relier tout cela, ce qui fait que souvent c'est le choix entre l'interactivité, la qualité démocratique et s'adresser au plus grand nombre. Et je l'ai vu ça. Et notamment, et ça renvoie à la question des difficultés. Comment toucher des gens qui sont touchés par l'exclusion, par la globalisation, alors que le maire n'a pas toutes les compétences entre les mains. Je n'ai pas les compétences des salaires, des décisions sociales. Donc, en fait, on n'a qu'une partie des réponses. Ce qui explique d'ailleurs que les gilets jaunes, ce ne sont pas ceux que j'ai vus dans les conseils participatifs. C'est ceux qui s'adressaient à l'État, qui s'adressaient aux entreprises, qui s'adressaient aux inégalités de fait. Et donc, c'est un peu les limites du local. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le local est un espace de transformation, mais pas seul, et qu'il appelle aussi à ce que cette démocratie construction soit vécue aux autres échelles, départementales, régionales, nationales. Enfin, il y a aussi un frais important, c'est notamment comment peut-on solliciter des gens qui ont les fins de mois difficiles pour construire des communs dans une collectivité. Vous savez, le parc des Gravières, qui a été ouvert il y a quelques années, il a été souvent co-construit non pas par les bénéficiaires. Je me souviens toujours d'une personne, une maman qui vient me voir à l'ouverture du parc des Gravières. Il n'y a pas d'inauguration, c'est l'appropriation. Elle me dit, monsieur le maire, moi je suis content parce que je n'ai pas les moyens de partir en vacances. Mon lieu de vacances, ça va être le parc des Gravières. Mais pour des raisons de temps, de modestie, elle n'a pas pu participer au projet lui-même. Eh bien, l'ambition démocratique pour tous les innovateurs démocratiques, c'est comment favoriser plus de participation de la part des exclus, de ceux qui ne se sentent pas en capacité, de ceux qui ont des fins de mois difficiles. Donc tout est lié, l'égalité sociale, l'égalité démocratique, tout ça se rassemble et ça renvoie donc à des pratiques démocratiques différentes, ça renvoie à une institution différente, vers une 6e République, ça renvoie à une école de la coopération, ça renvoie à la reconquête de la citoyenneté, ça renvoie à la justice sociale et climatique, tout ça est lié. Et c'est dans cet esprit que nous avons essayé de surmonter les freins, mais qui existent, d'une démocratie qui se veut construction, mais qu'il faut ouvrir à plus et être capable d'accepter la conflictualité sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément prise, mais sur lesquels ça nous permet d'avancer vers la co-construction. Tout l'enjeu de notre société, c'est comment accepter la colère et pour la transformer en co-construction responsable dans une société plus juste et plus fraternelle. En fait, à l'aune de mon expérience de 30 ans, 31 ans de mairie, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on a laissé la question démocratique quasiment à l'improvisation, à l'affect, aux techniques, à des rapports de force. Et en fait, on a vu la démocratie squattée par les politiques, et c'est deux choses malheureusement différentes. Et donc, je me pense qu'il faut autant je pense qu'on ne n'est pas citoyen, on le devient, autant je pense qu'on ne n'est pas démocrate, on le devient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est abordé d'une manière plus objective, avec de la méthodo, avec une grammaire démocratique qu'il faudrait développer,
Et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'initiatives qui se font. Il y a plein d'innovateurs démocratiques, démocratie ouverte, l'UNADEL depuis très longtemps, la 7e République, d'autres instances, les localos, d'autres structures, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde syndical, dans le monde des fonctionnaires territoriaux. Et tout ça est très dispersé. Et je me dis que ce serait bien que dans chaque région, sans mettre des moyens colossaux, en fédérant, on arriverait à créer les conditions d'une université populaire de l'agir public et privé. C'est-à-dire que c'est un concept que j'ai fait évoluer lorsqu'on était à l'Institut de recherche de la gouvernance, une petite structure, on a beaucoup travaillé et on a pris en compte le concept de fabrique de transition démocratique. Il y a une fabrique de transition d'ailleurs qui est portée par Los Angoel et Jean-François Garon de manière plus généraliste, mais cette fabrique de transition démocratique, nous l'avons mis sur la table dans l'espace public il y a quelques années, parce que je pense que ça ne s'improvise pas. Et moi je verrais bien qu'il y ait des fabriques territoriales, régionales, où on se poserait décidément plus la question du sens, qui est très déficitaire. Souvent, les gens rentrent dans des processus sans se poser la question du pourquoi, du pur pourquoi et du pourquoi en 2 mots. La question du sens, la question de la gouvernance, la question des grandes transitions plutôt que la question des budgets, des programmes, de la juridiction. En fait, on a des collaborateurs qui savent ça. Et en fait, on a dépolitisé la question, dans la mesure où, au fond, la politique, c'est pas forcément des choses politiciennes, c'est donner du sens. Et moi, je verrais bien, en fait, des structures fédératrices qui réuniraient, avec l'INET, avec Démocratie ouverte, les localos, enfin, plein d'autres, les universitaires, eh bien, les mondes qui s'ignorent. Le monde de l'entreprise, le monde des universitaires, les mondes qui s'engagent en responsabilité politique, les mondes qui s'engagent en responsabilité associative, syndicale, et qu'on crée ensemble les conditions d'une grammaire démocratique intelligente, et qui sortirait du corporatisme, qui sortirait de l'opposition systématique entre citoyens, élus, organisations, experts. Et c'est dans cet esprit que je pense que des fabriques de transition démocratique nous permettra de voir un regard nouveau sur le monde qui se crée, avec l'idée de se donner le temps, de co-construire des solutions apaisées, intelligentes. C'est un peu le sens de l'idée de fabriques de transition démocratique dans nos régions. Tout est à mettre sur la table, tout est à construire. Mais je pense que la condition de réussite, c'est qu'on accepte chacun de dire qu'on est dans nos propres limites et que si on veut aborder l'interdépendance du monde d'aujourd'hui, il faut accepter d'hybrider nos ressources, de nous fédérer pour changer vraiment de paradigme démocratique. Alors, il se trouve que nous, à Kingersheim, on était plutôt dans l'offre démocratique. C'est jamais quelque chose d'obligatoire, dans l'offre. Et sans doute souvent plus avancé que parfois la demande sociale de démocratie. Parce que beaucoup de gens sont encore biberonnés à l'idée de la démocratie descendante, on a voté pour vous, vous vous débrouillez, c'est quelque chose qui existe. Même si le mouvement de participation, pas seulement avec les Gilets jaunes, mais aussi d'autres mouvements, Nuit debout et tous les mouvements Podemos, enfin tous les mouvements politiques dans le monde, qui ont revendiqué l'activation de la citoyenneté, se développent. On le voit ça. Il y a aussi des élus de plus en plus nombreux qui considèrent que leur job commence après les élections. C'est-à-dire que l'élection est considérée comme un passeport pour une démocratie continue. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup d'équipes qui me sollicitent qui ont travaillé sur ce sujet. Mais pour autant, il y a beaucoup d'équipes qui restent dans la tradition républicaniste, c'est-à-dire j'ai été élu et donc voilà, je considère que je suis garant de l'intérêt général. Alors que faut-il faire? Et là, on tombe dans la demande démocratique. Comment s'organiser? Comment organiser une demande démocratique face à des équipes qui n'ont pas d'offre démocratique? Eh bien ça, c'est l'organisation, c'est les collectifs citoyens, c'est les associations, c'est de confronter les temps forts. Personne ne peut interdire l'organisation de séminaires, de débats. Et ce que je préconise souvent aux équipes qui sont en face de maires qui sont complètement bloqués, d'occuper le terrain avec d'organisation de débats, avec des propositions qui permettent le pouvoir d'agir des citoyens. Il y a quand même des moments où on peut aussi organiser des consultations et de travailler sur des sujets
qui soit diagnostiqué dans la commune. C'est en ce sens que la démarche elle est systémique et pas systématique. Chaque commune est différente et donc en fonction de ça, il appartient aux citoyens qui ont envie de changer les choses, le temps d'un mandat, eh bien, de voir quels sont les enjeux de proximité, quels sont les enjeux qui manquent dans une commune. Là, c'est la garderie d'enfants, là, c'est les questions environnementales, là, c'est la question des déchets. Et donc d'être sensible à cela et de proposer, à partir de demandes démocratiques, d'autres pratiques démocratiques. Et donc, je sais que c'est frustrant, mais ça peut être aussi l'antichambre de responsabilités qui sont à prendre. Combien j'ai vu de collectifs citoyens qui étaient hier dans l'opposition, qui étaient hier dans la préconisation, qui sont aujourd'hui en situation d'agir, notamment dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Donc c'est passionnant parce que vous êtes dans l'enthousiasme des commencements. Et ça, c'est important. Nous, on est dans l'offre démocratique, dans l'enthousiasme de pouvoir agir en permanence. Mais comment, dans une situation de citoyen de base, comment construire l'enthousiasme des commencements? C'est aussi ça l'ingénierie démocratique.